Dans cette troisième table ronde dédiée au logement en Gironde, nous allons nous intéresser aux nouveaux Eldorado, ces communes où nous avons plus que jamais envie d'aller vivre. À 20 minutes en TER de Bordeaux, Libourne, 25 000 habitants, Séquet, où il fait bon se promener. Des prix de l'immobilier plus accessibles que dans la métropole bordelaise. Nous avons le plaisir d'accueillir le maire de Libourne. Bonjour Philippe Buisson. Bonjour. Ainsi que Brice Descudé, vous êtes président des métiers de la transaction chez Unis Nouvelle-Aquitaine, l'union des syndicats de l'immobilier. Philippe Buisson, j'ai regardé vos interviews, je suis remontée en 2018 quand il y avait ce frémissement, tout le monde regardait Libourne. Je suis tombée sur une interview de vous sur TV7 et vous décriviez donc l'attractivité de votre ville et vous disiez « Je souhaite la bienvenue aux Parisiens ». Est-ce que 4 ans plus tard, vous arrivez à gérer le logement pour tout le monde ? Oui, alors d'abord, merci de m'inviter sur une émission Les Nouveaux Eldorado en Gironde, parce que de chemin parcouru. Hein. Il y a quelques années, c'était plutôt du Libourne bashing, et c'était ça que je dénonçais sur le début de mon précédent mandat. Et sincèrement, je n'ai de cesse quand même de dire que Libourne n'est pas forcément un Eldorado. Vous voyez, c'est ni Los Angeles, ni Saint-Tropez. Faut raison garder. Néanmoins, c'est vrai que Libourne a beaucoup de chance dans la mesure où il y a une conjonction d'un projet urbain qui a été construit par nous, par les équipes municipales qui se sont succédées et qui a redonné des identités à Libourne, des identités qui s'étaient estompées, identité de ville bastide, ville portuaire, ville viticole, ville secrétariat mondial du Père Noël, bon. C'est vrai. Puis ville moyenne aussi, et puis le Covid, qui a été forcément un accélérateur pour les villes moyennes, pour les villes périmétropolitaines. On a un autre avantage, nous Libourne, c'est qu'on est à la fois une ville-centre, au centre d'un bassin de vie d'environ 200-250 000 habitants, à la confluence de deux vallées, la vallée de l'Isle qui va à Périgueux, la vallée de la Dordogne qui va à Bergerac, et puis une ville périmétropolitaine. Pas une ville dortoir, mais une ville qui se trouve en bordure de la métropole, où donc on peut venir habiter tout en allant travailler sur la métropole. Donc on a une conjonction. Habiter, donc vivre en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous dites aussi, hein, on n'est pas la banlieue de Bordeaux. Géographiquement, on est la banlieue de Bordeaux, mais on n'est pas une ville dortoir. Ouais. On a une autre fonction. On a la fonction de ville-centre et une ville aussi qui ne doit strictement rien à moi, de ville d'art et d'histoire, c'est-à-dire une ville bastide, vieille de 850 ans, etc. Et donc c'est ça qu'on achète quand on vient habiter à Bordeaux. Et à oui, Libourne. à Libourne, pardon, à Libourne. et oui, on arrive à gérer parce que c'est un Eldorado, mais pas pour tout le monde, Libourne. C'est un Eldorado de reconquête de l'habitat dans un centre-ville qui est un centre-ville ancien. Mm-hmm. Ce n'est pas un Eldorado pour les promoteurs immobiliers. Il y a peu de constructions neuves, et en plus, il y en aura peu à l'avenir. Ce n'est même pas une volonté politique ou un choix politique. C'est que c'est du Pomerol et du Saint-Émilion. Et que donc, voilà. Et que donc. Libourne est un territoire finalement assez urbanisé. Soit on est sous l'eau, dans les palus, soit on est dans les vignes. Mais là où il y a de la reconquête urbaine, Libourne a cette caractéristique d'être une ville ancienne, avec beaucoup de logements vacants, de logements qui sont dégradés dans l'hyper-centre-ville. Et donc là, oui, c'est un Eldorado pour de la reconquête urbaine, pour ceux qui veulent se pencher, alors soit des particuliers, soit des professionnels de la reconversion de ces bâtiments anciens, de la réhabilitation. Et là, oui, c'est un Eldorado parce que vous achetez des fonciers à bas prix, ouais, qui ont de l'histoire, qui ont une âme, mais ce n'est pas pour faire des programmes de 50, 60, 70 et encore moins de 200 logements. Mais donc on arrive à gérer. Et oui, les Parisiens sont arrivés. En partie. En partie, pas encore tous. Et ils cohabitent bien avec les anciens. Comment est-ce qu'on définit justement un Eldorado ? Quels sont les Eldorados aujourd'hui qu'on peut trouver, identifiés dans la région ? Pour rejoindre M. Buisson, en fait, Libourne est une commune très attractive pour notamment les primo-accédants aussi, puisque les prix sont plutôt modérés.
Et pour cela, ça ne peut pas devenir un Eldorado pour les promoteurs, évidemment, parce que le prix de revente aujourd'hui n'est pas suffisamment élevé pour permettre de bâtir aujourd'hui des opérations de construction neuve dédiées à l'accession de propriété. D'accord. Donc, C'est-à-dire que aujourd'hui, moi j'ai vu des chiffres quand même assez incroyables sur le nombre de ventes. Que ce soit des maisons, des appartements, juste après le confinement, ouais, on est passé. Enfin, on est passé de 20 à 30% dans l'ancien pour les maisons et de 7 à 38% pour les appartements. Alors après, c'est vrai que cet Eldorado de Libourne vaut pour les personnes qui étaient sur la périphérie bordelaise et qui ont voulu finalement devenir propriétaires compte tenu de cette problématique liée à vivre dans des appartements sans extérieur. Ils ont recherché évidemment une maison avec jardin. C'était une des caractéristiques, une des conséquences plutôt du Covid par rapport à l'accession immobilière. Mais ensuite, pour considérer un Eldorado, je pense qu'il faut plutôt se déplacer un peu plus, on va dire, vers le littoral, puisque là vraiment on peut parler d'Eldorado. Vous allez dans le cliché tout de suite. Non, mais c'est une vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'est initié il y a à peu près 3 ans, mais le Covid a vraiment déclenché, la crise sanitaire a déclenché ce phénomène, entre guillemets, d'exode de Parisiens qui sont venus s'installer sur le littoral aquitain. Nous avons eu, on va dire, Biarritz, Arcachon, Royan, La Rochelle, qui sont devenus vraiment des Eldorado pour les vendeurs, hein, plutôt. Mm-hmm. Mais alors, qui pour était les acquéreurs, déjà c'est pas vraiment un Eldorado. Différemment quand même. Comment ? Qui était déjà positionné différemment depuis plus longtemps. Tout à fait, mais là, on a atteint des sommets au niveau des prix, hein, c'est-à-dire qu'on peut parler, parler de prix parisiens quasiment. C'est-à-dire que là-bas, c'est en surchauffe en fait. Hein, La Rochelle, Biarritz, voilà. On est déjà en surchauffe. À Libourne, on peut trouver un logement. On peut trouver un logement et je pense que la rentabilité est meilleure à Libourne que sur la côte. Mais on doit être effectivement un professionnel de la réhabilitation essentiellement. Et je vous rejoins parce qu'il y a un dispositif qui fonctionne peu ou mal. C'est le dispositif d'Eurobien, qui dans l'ancien, de Normandie, pardon, de Normandie, hein, du Pinel dans l'ancien, quoi, et qui fait plafonner des loyers, qui fait que ce dispositif ne performe pas dans nos communes. En revanche, ce qui serait bien, et c'est un combat que mènent un certain nombre de villes moyennes, c'est que le dispositif Malraux vienne. C'est-à-dire vous savez, le dispositif Malraux, c'est ce dispositif qui permet d'investir dans les centres historiques. À Bordeaux, par exemple, beaucoup de personnes réhabilitent des logements, des vieux immeubles, avec ce dispositif de défiscalisation dit Malraux pour faire du Airbnb. Ce qui fait que sur la métropole, le dispositif Malraux génère du Airbnb à contresens de la volonté politique, souvent ne permettant pas aux étudiants de se loger. Et à Libourne, on n'est pas éligible au Malraux. Il faudrait pouvoir décaler ce dispositif. On a failli gagner cette bataille auprès de Bercy, on ne l'a pas gagnée. J'espère que dans la prochaine législature, on pourra faire avancer. Mais oui, il y a des Eldorado qui sont quand même pas forcément sur le littoral. Vous savez, on n'est pas obligé aussi de parler uniquement du prix de vente, en fait. Oui, c'est ça. C'est la rentabilité. Et puis, oui. c'est surtout, on est où ? Vous savez, quand on est à Libourne, vous êtes à 20 minutes, vous l'avez dit, de TER, avec le fameux RER métropolitain que met en place et la métropole et la région et la SNCF. Et demain, le futur Eldorado, entre guillemets, sur lesquels vous allez vous pencher, c'est une ville qui était en dehors des écrans radars Angoulême, des promoteurs immobiliers, non, moins loin, des promoteurs immobiliers jusqu'alors, c'est Coutras. Voilà. Coutras est l'un des futurs Eldorado de la promotion immobilière girondine. Parce qu'il y a cette parce que c'est à une demi-heure de Bordeaux, il y a les TER et le prix du foncier est, je sais pas moi, le quart de ce qu'il doit être à Bordeaux. En fait, on pourrait dire qu'il y a deux Eldorado. Il y a un Eldorado côté littoral aquitain et un autre Eldorado qui est
la campagne et en fait en périphérie des grandes villes, on a vu ces villages effectivement qui avant n'attiraient personne, où personne ne voulait s'installer, qui ont vu après la crise sanitaire, ont vu vraiment une demande qui s'est accentuée. On peut parler de Blaye aussi, qui est un territoire qui jusqu'alors était plutôt compliqué. Alors, je souhaite bonne chance à Blaye. Non, mais aujourd'hui ça fonctionne bien. La mobilité, c'est quand même Tout à fait. nerf de la Alors guerre, après, la clé on de la arrive réussite. peut-être sur un autre sujet qui est plus préoccupant, puisque aujourd'hui c'était des Eldorado. Demain, je ne sais pas s'ils vont rester des Eldorado, puisque ces villages qui sont isolés des grandes métropoles et donc des grands transports qui n'ont pas de transport en commun, qui n'ont pas de facilité pour l'accès aux services publics. Demain, avec la crise de l'énergie que l'on rencontre, la crise de l'inflation et puis la crise, moi j'appelle ça les 3C, hein, c'est-à-dire que peut-être que ces 3C, crise de l'inflation, crise de l'énergie et crise de confiance aussi, vont remettre à bas ces Eldorado qui sont nés après la crise sanitaire. Ceci étant, ceux qui vont peut-être Beaucoup de rester crises, des quand même, Eldorado. ça nous déprime. Des Eldorado sont ceux effectivement qui seront pourvus par des transports en commun, hein, bon, avec des gares, avec une desserte vers la métropole bordelaise, parce que la métropole bordelaise reste quand même le soleil de ces villages qui se développent énormément. Un soleil en surchauffe, quoi. Un soleil Donc, en surchauffe, ouais. mais je pense qu'il y a quand même des beaux jours. La métropole bordelaise va peut-être renaître aussi quelque part de ses cendres post-Covid liées à ces problèmes énergétiques. Vous avez mis en place à Libourne différents dispositifs. Alors on l'a vu, justement, on parlait de rayonnement. Libourne, petit à petit, avec les investissements, l'aménagement, avec cette aussi réhabilitation de la caserne par cet homme d'affaires Michel Vaillant, on voit qu'il est en train de se passer des choses. Appel d'offres pour du logement étudiant. C'est en marche. Comment est-ce que ça... C'est en route, j'en peux plus le dire. Comment est-ce que ça se vit? Comment est-ce que vous le vivez, ça, dans votre ville, cette redynamisation? C'est plutôt du bonheur. Mais comment ça se traduit, vous voyez? Est-ce que tout le monde est content? Je ne parle pas que de vous, mais de... Non, est-ce que tout le monde est content? D'abord, ça se traduit par beaucoup de travaux en ville. C'est ça. Donc, donc le temps des travaux est toujours un moment pénible, mais... les Libournais l'acceptent aujourd'hui parce qu'ils ont compris quel était le chemin, le destin. Et puis d'abord, le projet urbain qui s'appelle Libourne 2025 a été construit avec eux. Donc ils ont une trajectoire et à laquelle ils ont contribué. Donc il n'y a pas de sujet. Est-ce que tout le monde est content? C'est une ville qui a repris confiance en elle. Ça, je le ressens particulièrement. Et je parle de la ville de Libourne, je suis aussi président de la communauté d'agglo du Libournais, donc la Cali. Ce territoire aussi a repris confiance. La vallée de l'Isle est très dynamique. Et d'où d'ailleurs... Maintenant, c'est Libourne qui fait son propre ruissellement sur les communes. Oui, Libourne, exactement. Et c'est là où je dis Saint-Denis-de-Pile, Coutras, Saint-Serin-sur-Lys, le long de cette arête à la fois de la vallée de l'Isle, mais aussi de l'autoroute A89, sont des je préfère dire des villes que des villages, en devenir, en tout cas en dynamique et en confiance. Mais tout n'est pas gagné. On est sur un chemin de crête. Il y a une dizaine d'années, on n'avait pas vraiment de destin. On était... Vous avanciez à vue. Oui, on avançait à vue. Il n'y avait pas vraiment d'identité. On n'était pas dans la métropole et on n'a jamais vocation à l'être, mais on était à côté. On ne sait pas. Bon, on a retrouvé un dessin. Ce que je veux dire, et qui est peut-être très important, qui a été un moteur, c'est que ce territoire, la communauté d'agglo du Libournais, a été le premier territoire à conventionner aussi avec la métropole, à rentrer en dialogue. Parce qu'une vérité qui était peu su par les uns et par les autres, c'est que les territoires périphériques en est une partie de la solution des problèmes de la métropole. Je parlais du logement étudiant tout à l'heure. Moi, je souhaite, vous l'avez dit, que Libourne devienne une ville étudiante. Pas parce que la faculté va venir s'implanter en partie à Libourne. Ça n'aurait strictement aucun sens. C'est parce qu'au contraire, grâce au RER métropolitain, on va pouvoir étudier à Talence ou à Pessac et habiter Libourne pour des logements étudiants moins chers que sur la métropole, et en 3 quarts d'heure, on fera du domicile études. Et ça, on l'a construit avec la métropole. Donc ce dialogue performant
que j'ai initié avec Alain Juppé, puis poursuivi avec Alain Anziani, est aussi un élément très constructif dans le développement immobilier que nous sommes en train de, et le développement tout court d'ailleurs, que nous sommes en train de vivre à Libourne, ce repositionnement de Libourne, qui encore une fois est une ville qui se trouve en dehors de la métropole, en bordure de la métropole, mais qui est dans le fait métropolitain. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour ces Eldorado à un moment donné de se gentrifier et que du coup, ceux qui étaient là avant n'aient plus trop les moyens de continuer à vivre ici et soient contraints de partir? Ce qu'on peut constater, c'est vrai dans les secteurs vraiment où il y avait une attractivité avant finalement que ça devienne des Eldorado au sens qu'on développe aujourd'hui. Donc je parle par exemple de Biarritz, je parle de la région Biarritz, Bayonne et le BAB, on va dire. Arcachon, ces villes littorales en fait, plus particulièrement, qui sont aujourd'hui à des prix dépassant toute raison, et donc plus personne ne peut se loger. Récemment, on a pu voir dans la presse qu'il y avait des personnes locales qui se rebellaient un peu contre le système de l'immobilier ultra cher, ce qui est tout à fait compréhensible. Et ensuite, on a d'autres secteurs qui sont aujourd'hui Eldorado, qui sont loin de se gentrifier, puisque ce sont des gens qui viennent finalement découvrir la vie et la joie et le bonheur de la maison individuelle, qu'ils n'ont pas connue. Souvent, ce sont des Parisiens qui étaient logés dans des appartements et qui, après le Covid, sont partis découvrir les joies de la campagne ou du littoral, proche littoral. On a ce phénomène très marqué, notamment dans le Médoc, qui devient aujourd'hui un vrai Eldorado pour sa partie périurbaine au sud, c'est-à-dire des communes de Castelnau, Arsac, etc., ont connu un développement considérable de leur immobilier et de la demande immobilière sur ces secteurs-là. Puis après le littoral médocain qui a connu vraiment une poussée très forte. Ce qui est bien dommage aujourd'hui, c'est que cette poussée, cette demande est contrainte par, on va dire, une nouvelle réglementation au travers d'un dispositif qui s'appelle la zéro artificialisation nette, qui fait qu'en fait, même si les gens veulent venir aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Donc c'est vrai que ce phénomène est un double, on va dire, un effet ciseau chez nous, puisque... Mais c'est pas mal ça, non, de protéger ces espaces naturels et faire attention au cycle c'est tout à fait, c'est une cause de toute façon qu'on ne peut pas... c'est le train qui est en marche. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que tout le monde a conscience qu'il faut protéger la nature et qu'il faut vivre avec l'écologie comme principe au niveau des aménagements. Ceci étant dit, je pense que la façon dont ça s'est mis en œuvre dans nos communes, et notamment dans les communes rurales et littorales, a été peut-être un peu compliqué et mal perçu par les communes, puisqu'elles n'ont pas été... Elles n'ont pas compris, en fait. Mais c'est-à-dire que ça s'est fait sans réelle concertation. C'est un décret qui est passé en juillet 2020. En même temps, à un moment donné, il faut prendre des décisions sur ces sujets-là. Oui, je suis d'accord, mais en fait, c'est même pas un décret, c'est une note circulaire administrative, qui a été diffusée auprès des préfets. Puis les préfets l'ont diffusée au service instructeur de leur service, voilà. Et donc, du coup, les communes qui avaient des projets de permis d'aménager ou des permis de construire deux fois de projets très très importants se sont vus du jour au lendemain avec des refus, notamment sur les permis de défricher. Et ce qui fait que ça a bloqué totalement une chaîne de construction, une chaîne de constructibilité, puisque vous pouviez très bien acheter un terrain en zone constructible et finalement ne pas pouvoir construire dessus. Et donc ça a remis en question pas mal de principes. Alors ça, c'est le rôle aussi des élus. On en a parlé dans une table précédente avec Christine Boss. Comment ça se passe, vous, à Libourne, et sur du coup l'agglomération aussi? Non, le sujet qui est abordé est un sujet un peu technique, mais qui est fondamental. Et incontestablement, le gouvernement est allé trop vite sur cette imposition du zéro artificialisation nette, ces ZAN, qui finalement contraignent le logement de manière trop subite. Voilà, donc les associations d'élus, l'association des maires de France, l'association des villes de France dont je suis vice-président, ont demandé un moratoire au gouvernement pour que les choses puissent être mieux absorbées. Je ne vais pas entrer dans la technicité, mais... on comprend qu'en effet, ça a été un peu brutal, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un problème de logement et empêcher et ne pas vouloir, sur la métropole par exemple, de la densification et ne pas vouloir non plus de l'étalement. Sauf à dire que là, on est face à un problème démographique, c'est-à-dire ceux qui sont logés, ceux qui ne sont pas logés, tant pis pour eux. Donc,
cette question posée ainsi, les ZAN les contraignent. Vous avez absolument raison. Il faudra que le législateur revoie ça après les. Il n'y a pas que du négatif, puisque donc ces principes de la ZAN ont été repris donc, dans les lois, la loi climat et résilience, puis récemment la loi 3DS qui a été votée il y a presque moins d'un mois, ou il y a un peu plus d'un mois. Et donc, en fait, ils instituent quand même des différentes graduations par rapport à la zéro artificialisation nette, où les communes ont jusqu'en 2030 pour atteindre un rythme de développement diminué de 50% par rapport au rythme des 10 dernières années sur le développement de leur commune. Puis 2050, par contre, ça sera zéro artificialisation. Il n'y aura plus possibilité d'étendre les territoires au niveau des zones constructibles. Alors, je pense que ce qui a été fait à la va-vite en fait en juillet 2020 est en train de se rattraper, et je pense que les pouvoirs publics ont pris conscience qu'il y avait besoin d'accompagner les communes et d'accompagner les collectivités locales sur la formation, notamment au travers de la mise aux normes de leurs documents d'urbanisme, pour prendre en compte ces critères de la zéro artificialisation nette. On a du mal à le dire tellement c'est compliqué, mais ceci étant, je pense que ça va s'améliorer. Il va falloir accompagner, je pense vraiment très fortement les collectivités locales pour qu'elles prennent en compte ces dispositifs législatifs, parce que si elles ne le font pas, ce qui est aujourd'hui en période de blocage sera complètement... les communes ne pourront plus délivrer aucune autorisation si elles n'ont pas mis leurs documents d'urbanisme aux normes. Alors nous, ce qu'on souhaite... Vous sentez, excusez-moi, Philippe Buisson, vous sentez justement pas suffisamment accompagné aujourd'hui, un peu débrouillez-vous, faites avec. Les maires, oui, le maire de Libourne, bof, parce que je vous l'ai dit, nous, de toute façon, la zéro artificialisation nette, on y est quasiment contraint, parce que à nouveau, c'est de l'habitat au milieu du Pomerol et du Saint-Émilion. Donc oui, la question ne se pose pas. Voilà, la question, elle se pose peu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été vraiment associés. Cette loi 3DS qui a été adoptée il y a un mois, des décrets d'application qui ont été assez brutaux, mériteront d'être revus. C'est le souhait des maires, toute tendance. Comment est-ce que vous imaginez Libourne dans 10 ans ? Je l'imagine boboisé. Ça y est, le mot est lâché. Mais donc, non, mais vous avez parlé de gentrification. Aujourd'hui, on n'en est pas là quand même à Libourne, loin s'en faut. Non, mais les gens doivent être quand même attentifs à ça, parce que ça se passe un petit peu partout. Donc on fait attention. On se dit, tiens, est-ce que mon logement, est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre avec le même pouvoir d'achat C'est un sujet d'ordre politique. Il faut que les choix politiques que nous faisons à Libourne sont des choix qui permettent à ceux qui vivaient là de continuer à vivre bien, et ceux qui viennent de les attirer grâce à un prix du foncier moins cher, ça on n'y est pour rien, mais surtout grâce à des services qui sont moins chers qu'ailleurs aussi. Donc on est dans une logique effectivement promotionnelle de la ville. Et j'avais même floqué un tram pour dire aux Bordelais, à 20 minutes d'ici, il existe une ville qui s'appelle Libourne. J'avais dit, à un moment donné, il y avait cette association, ou en tout cas les Bordeluches, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, qui disait aux Parisiens, rentrez chez vous. Je disais, aux Parisiens, venez à Libourne. Et ils ont fini par venir. C'est du marketing territorial. Ça aussi, c'est nos territoires, pour s'en sortir, surtout quand on n'est pas au bord de la mer, parce que là ça tombe tout seul. Ouais. Eh bien, il faut faire de la promotion territoriale. Ça passe par plein de choses. C'est passé l'année dernière par le Tour de France. Ça passera l'année prochaine par l'accueil des Fidjiens dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby. C'est tout ça. C'est de la communication, c'est de la mobilité, c'est-à-dire on a vraiment cette c'est de la gare, mobilité, c'est du service, et c'est de l'accompagnement. Ce sont des choix politiques. C'est, je le redis, aujourd'hui une vraie volonté, un vrai investissement, même financier, c'est-à-dire qu'on accompagne les investisseurs financièrement pour faire muter ces immeubles qui tombent en décrépitude dans le centre-ville de Libourne, pour les faire muter et le remettre sur le marché grâce à une concession que nous avons attribuée à une SEM que vous connaissez bien, qui est ici Incité. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter quelque chose sur des communes justement qui sont naturellement des Eldorado par leur situation géographique. Aujourd'hui, on a donc une demande
énorme de personnes qui veulent créer des entreprises aussi sur ces secteurs-là. Et malheureusement, on y revient, ces nouveaux dispositifs ne permettent pas de réaliser les projets qui sont pourtant accompagnés par les maires de ces communes concernées. Je pense notamment à Lacanau, qui aujourd'hui a des projets vraiment très très intéressants, de concert avec la métropole bordelaise, mais aussi le Biarritz Métropole, Bayonne et le BAB, on appelle ça. Et aujourd'hui, ils sont contraints de remettre les sujets qu'elles ont pourtant développés depuis de nombreuses années dans leur carton parce qu'elles n'ont pas les autorisations administratives dues au permis de défrichement qui sont aujourd'hui bloqués. Donc je pense que ça... C'est une réflexion à avoir et des échanges à multiplier. Il faut peut-être on peut construire. Là, la loi, la zéro artificialisation nette, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'elle règle la partie quantitative, mais elle ne s'occupe pas de la partie qualitative. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut construire sans dénaturaliser. On peut avoir des principes de construction qui respectent donc les espèces naturelles, sauvages, protégées de toutes sortes. Et il ne faut pas faire des terrains à bâtir une espèce en voie d'extinction. Ouais. Voilà. Construire, mais quand même pas à tout prix. Hein. Ok, on l'a entendu lors de ces 3 tables rondes. Merci beaucoup, messieurs, pour cet échange. Je vous propose de regarder les 2 autres tables rondes autour de ce sujet du logement en Gironde sur sudouest.fr.